bonjour à tous. Donc Lionel Bouvet, moi je travaille à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon. Donc on va parler en duo avec Mathilde Queiroz d'échographie gastrique. Donc j'ai que 10 minutes pour parler de l'aspect chez l'adulte. Je ne parlerai même pas de la femme enceinte alors qu'il y aurait des choses à dire. Et donc je vais le faire de manière extrêmement simple. Je pense que c'est un sujet qui doit rester extrêmement simple. Donc, sur la forme d'un cas clinique, il est 21h, vous êtes au bloc d'urgence, il y a un patient de 54 ans qu'on vous annonce, qui a mangé à midi, qui a bu un café à 17h, et donc qui à 18h a fait une mauvaise chute, s'est luxé l'épaule, et on dit qu'il faut la réduire sous-âgée. Voilà. Donc l'AG est nécessaire pour cette réduction de luxation, et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'estomac est plein, est-ce que l'estomac est vide, est-ce que je vais l'intuber, pas l'intuber, pour réduire cette luxation. Donc, pour répondre à la question, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas répondre à la question d'un point de vue clinique. Il a mangé à midi, il est 21h, mais en réalité, la littérature, bon, je ne vais pas développer ça, mais ne montre pas finalement qu'on peut prédire cliniquement, on se trompe une fois sur deux. Donc on va faire une échographie gastrique. Alors en fait, on va faire une échographie entrale, je vais aller assez vite là-dessus. Donc on va s'intéresser à la partie distale de l'estomac, c'est-à-dire la partie qui est à distance des côtes, à distance de la pochette gastrique, qui est facilement visualisée et qui permet d'avoir une coupe bien standardisée. D'un point de vue très pratico-pratique, donc le patient est installé en décubitus dorsal. On verra que la position demi-assise est un point important, plus ou moins en latéral droit pour compléter l'examen. Et on utilise une sonde chez l'homme, enfin chez l'adulte, pardon, une sonde abdominale de 5 MHz. Donc la coupe, elle va passer par le lobe gauche du foie. Donc il y a pas de, oui, voilà, lobe gauche du foie, donc on retrouve ici effectivement l'aorte. Éventuellement, si on a de la chance, on visualise très bien l'artère mésentérique supérieure et le pancréas, et donc on visualise l'antre sous la forme d'une ellipse plus ou moins aplatie, plus ou moins élargie, avec une caractéristique importante, c'est qu'elle a une paroi qui est épaisse et musculaire. À différencier par exemple de ce que l'on voit à côté, effectivement, on voit donc une structure plutôt intestinale qui a une paroi plus fine et qui n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc on va avoir différents types d'images et donc on va d'abord interpréter ça de manière très qualitative, donc très simple. Qu'est-ce que je vois ? Ici, je vois que l'antre est aplati, il n'y a pas de contenu identifié et donc j'en conclus qu'il n'y a pas de contenu au niveau de l'antre. Bon, très simple. Ici, je retrouve mon image avec un antre qui est très dilaté, mais on retrouve toujours notre paroi qui est épaisse, et avec une bordure anéchogène, donc qui est caractéristique. Et au centre, donc on a un contenu qui est anéchogène, donc c'est typiquement un contenu liquide clair. C'est pas l'image qu'on voit le plus souvent dans la vraie vie. Ici, donc un contenu solide. Donc on retrouve notre image. Avec ici donc le foie, la veine cave inférieure, peu importe, et donc l'antre qui apparaît sous la forme donc de cette ellipse, carrément d'un rond carré on va dire, mais toujours avec notre paroi anéchogène, épaisse, et un contenu qui est homogène, qui témoigne de la présence d'un contenu solide. Alors assez fréquemment, on est un peu dérouté parce qu'on voit ce type d'image, c'est-à-dire qu'on retrouve le foie, l'aorte, et puis on a un aspect un peu dilaté avec un gros cône d'ombre. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit assez fréquemment et qui témoigne de l'ingestion récente, qui témoigne de la présence d'air dans l'estomac. Et en général, c'est en lien avec l'ingestion récente de solides qui n'ont pas été, et l'air n'a pas été évacué. Le patient n'a pas fait son RO, entre guillemets. Et c'est ce qu'on voit assez fréquemment, finalement, dans les situations où il y a des grosses stases en particulier. Donc je vois un contenu en décubitus dorsal, donc je suis vraiment dans la configuration la plus simple possible, le patient est dans son lit, en décubitus dorsal, est-ce que je peux dire que l'estomac est plein ? Si je vois un contenu solide ou un contenu solide liquide, donc un contenu échogène, la réponse est oui, c'est pas quelque chose qu'on attend chez un patient en chirurgie programmée, donc s'il y a un contenu solide, globalement, on peut déjà conclure qu'on est en situation qui n'est pas normale, en tout cas, qui correspond probablement à un risque majoré d'inhalation. Si j'ai un contenu liquide, la question est un peu plus difficile. Ce que l'on sait lors d'un contenu liquide, c'est qu'on peut donc définir des grades, grade 1, grade 2, peu importe. Le grade 2, ça caractérise le fait de voir du liquide en décubitus dorsal. Le grade 1, c'est le fait de voir du liquide uniquement en décubitus latéral droit. Mais ce que l'on observe surtout, c'est que le grade 2 correspond dans l'immense majorité des cas, dans 3/4 des cas, à des patients qui ont un contenu supérieur à 1,5 ml par kilo, qui est le seuil qu'on retient classiquement pour définir un estomac plein, même s'il est discutable. Et même dans 50% des cas, il y a le volume est supérieur à 250 millilitres. Donc,
on peut finalement en conclure que si j'identifie un contenu liquide ou solide chez un patient qui est installé en décubitus dorsal, globalement, ça correspond plutôt à un volume qui est soit liquide important, soit un contenu qui est solide. Et donc, je peux conclure que l'estomac est plein. Mais avec quelle certitude? Quelle est la performance diagnostique? Alors, pour ce qui est des solides, la littérature est assez constante, on se trompe rarement. Et on a un diagnostic correct dans plus de 95% des cas. Pour ce qui est des liquides clairs, c'est la question, c'est discriminer liquide clair, estomac vidé. Là, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a déjà un effet à prendre en considération, c'est l'effet de la position de la tête de lit. Vous voyez que si je fais l'examen en décubitus dorsal ou si je fais l'examen en position demi-assise, eh bien, dans le deuxième cas, je gagne beaucoup en sensibilité. Je perds un peu en spécificité, mais l'enjeu est-il de se tromper à tort, de conclure à tort qu'il y a un estomac plein ou plutôt de conclure à tort qu'il est vide. Donc plutôt, on privilégie plutôt la sensibilité et la valeur prédictive négative, qui est donc améliorée lorsque j'installe mon patient en position demi-assise. Donc finalement, si je vois un contenu en décubitus dorsal, on peut finalement conclure avec une assez bonne certitude que l'estomac est plein si j'ai réalisé donc l'examen en position demi-assise. La question devient plus compliquée lorsque j'ai pas de contenu en décubitus dorsal, lorsque j'ai un doute, situation très fréquente. J'arrive pas bien à conclure, l'antre, je sais pas s'il est vraiment plein, vide, c'est pas très clair. Là, on peut se faire aider effectivement par un examen réalisé en décubitus latéral droit, à condition que le patient le puisse. Donc je ne sais pas si ce patient qui a sa luxation d'épaule va pouvoir facilement se mettre en latéral droit. On va voir comment on pourra résoudre cette situation. Donc si le patient peut se tourner en décubitus latéral droit, ce qui n'est pas le cas en gros de 25% des patients en traumatologie, et que je retrouve toujours un antre qui semble vide, donc cet aspect vide en latéral droit, là on peut conclure avec une très bonne certitude. Donc si on retrouve un peu nos 3 grades, le grade 0 donc correspond à un estomac vide en latéral droit, eh bien on a quasiment toujours donc un estomac, un contenu, un volume qui est proche de 0, qui est très inférieur à 1,5 ml par kilo. Donc, si j'ai un estomac qui est vide, un antre vide en latéral droit et qui était déjà vide, ou si j'avais un doute en dorsal, je peux conclure que je suis à bas risque. Si en latéral droit, c'est la situation la plus fréquente, je reste dans le doute ou j'ai un contenu liquide qui apparaît, eh bien là, il devient intéressant de réaliser des mesures de surface centrale pour calculer le volume gastrique. Donc ces mesures, elles vont se réaliser de manière très simple. Bon là, les patients étant en dorsal, mais elles peuvent se faire en latéral droit. Elles consistent en fait à mesurer la surface de l'ellipse. Donc on a une ellipse et on va donc mesurer la surface. Alors soit par du free tracing si on a le dispositif, soit donc en mesurant donc les 2 diamètres, petit diamètre et grand diamètre, donc crânio-caudal et antéro-postérieur. Et en incluant par contre toujours la séreuse dans la mesure, je vais reparler de ça, et en mesurant, donc calculant les rentrales, qui est donc le produit des diamètres par pi divisé par 4. Bon. Donc ce qui est important, c'est que la mesure se fait de séreuse à séreuse. On a vu que la paroi était musculaire, donc il faut incorporer dans la mesure la paroi, et elle est généralement bien visible, et elle paraît plus épaisse également lorsque l'estomac est vide. Et donc, lorsque je fais cette mesure, en décubitus latéral droit, je peux l'intégrer dans un modèle mathématique qui est relativement simple, qui permet de prédire, avec un coefficient de détermination qui est 73, donc qui veut dire qu'il y a 73% du lien qui s'explique par la surface centrale, avec le volume, mais enfin, est lié à 73% au modèle, pardon. Donc c'est un modèle qui est plutôt performant, même s'il a une certaine imprécision. Vous voyez que sur ce diagramme de Blant et Altman, bon bref, on est assez proche le modèle, globalement, on se trompe assez peu, mais par contre, il y a des écarts qui peuvent être assez importants par rapport au volume réel. Tout ça pour dire que ce sont des modèles qui sont intéressants, mais qui, à mon sens, ne faut pas se fier à la valeur absolue du volume. Il vaut mieux se fier plus simplement à des seuils et se dire, est-ce que je suis en dessous ou en dessous de 1,5 ml par kilo? Là, on a moins de chances de se tromper. Donc, si je suis au-dessus d'un 1,5 ml par kilo, donc, mon risque est élevé. Si je suis en dessous, mon risque est faible. Alors ça c'est très bien, et donc a été décrit un algorithme comme ça, qui repose sur une première approche qui est qualitative. Donc je vois ce qui se passe, si c'est vide dans les 2 situations, c'est vide, si c'est solide, c'est plein, si c'est liquide, eh bien je mesure la surface centrale, donc j'ai une approche ensuite plus quantitative, et je vois si l'estomac est plein ou si l'estomac est vide, et puis c'est formidable parce que c'est un modèle qui est quasiment parfait en termes de performance diagnostique. On n'a pas le temps d'en parler ici, mais clairement cette étude surestime très fortement la performance diagnostique de cette approche. C'est pour ça qu'on avait des résultats un peu différents.
pour des raisons méthodologiques. Ça c'est très bien, mais bon là mon patient il a une luxation d'épaule, il ne veut pas se tourner sur le côté droit, donc là on a une solution éventuellement proposée qui est de garder le patient en décubitus dorsal en position demi-assise et de faire une mesure de surface centrale, donc la même mesure de surface centrale mais en décubitus dorsal. Elle sera moins performante finalement pour calculer le volume gastrique, mais elle permet de voir si la surface centrale est supérieure ou inférieure à un seuil. Et pourquoi ce seuil de 340 mm? Parce que ce que l'on sait dans la littérature depuis très longtemps, parce que l'échographie a été décrite par les gastro-entérologues pour calculer, et on s'en sert aussi maintenant pour la vidange gastrique, bien ce que l'on sait, c'est que bon, lorsque les patients ingèrent quelque chose, les surfaces vont augmenter, vont partir un peu dans tous les sens, mais par contre, les valeurs sont assez groupées chez les patients qui sont à jeun, et on peut ainsi définir une valeur seuil de 340 mm, en dessous duquel on est pratiquement certain qu'il n'y a pas beaucoup de contenu gastrique. Donc c'est ce qu'on avait montré il y a quelques années maintenant, en position demi-assise, 340 mm pour détecter un volume supérieur à, on l'avait mis à 0,8 en plus, donc vraiment très bas, avec une très bonne performance, notamment une très bonne VPN. Donc c'est-à-dire que si je suis en dessous de 340, je suis quasiment certain d'avoir un très faible volume. Et donc, si l'entrevide ou doute en décubitus dorsal et surface centrale mesurée dans cette position inférieure à 340 mm, eh bien, je peux conclure assez raisonnablement que mon contenu gastrique est très faible. Et donc, on peut proposer un algorithme qui consiste à d'abord faire une analyse en décubitus dorsal à 45 degrés. Si mon contenu est visible, globalement solide ou liquide, ben, je peux conclure assez raisonnablement que mon estomac est plein, qu'on n'est pas en situation physiologique. Si l'antre est vide ou si j'ai un doute, eh bien, si mon patient peut se mettre en DLD et qu'on reste en grade 0, donc un antre vide en latéral droit, l'estomac est vide. S'il y a un contenu liquide ou si j'ai un doute, je mesure et je vois donc si, par le modèle mathématique, si je suis au-dessus ou en dessous de 1,5 ml par kilo. Si mon patient ne peut pas se mettre en latéral droit, c'est une approche qui est certainement un peu moins performante, moins précise. Je mesure la surface centrale en décubitus dorsal, donc avec un proclive de 45 degrés. Si je suis inférieur à 340, j'affirme que mon estomac est vide et donc je suis tranquille. Au-dessus de 340, on est plutôt en zone grise, voire plein, mais là c'est plutôt incertain. Donc on va trancher en fonction d'autres éléments, mais on est plutôt, en tout cas, on n'est pas en situation de très faible contenu gastrique. Donc chez ce patient, bah, voyez, l'échographie montre finalement en décubitus dorsal cette image. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a notre rente qui est bien identifiée, toujours notre paroi qui est bien nette, mais on a un contenu qui est homogène, enfin qui est échogène, un peu hétérogène, donc du solide, du liquide. Et donc on va probablement être assez vigilant et réaliser une induction en séquence rapide. Pour conclure, à qui faire l'échographie antrale chez l'adulte du moins, eh bien, il y a deux grandes situations. Soit j'ai un contexte clinique évident, le patient a mangé il y a moins de 4 heures, il a une occlusion intestinale, bon, globalement, le risque d'inhalation, en tout cas le risque d'avoir un estomac plein est assez élevé, donc l'échographie ne sera pas très contributive en réalité. Soit le patient est programmé, il n'a pas de facteur de risque d'estomac plein. Donc c'est un patient lambda qui a bien suivi le jeûne préopératoire. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt sans doute à faire une échographie, à part à visite didactique pour former éventuellement l'interne. Par contre, si j'ai un contexte clinique incertain, et c'est là que la performance devient intéressante, en cas d'urgence différée, en cas de non-respect du jeûne inférieur à 4 heures, en cas de diabète peut-être également chez les patients en chirurgie programmée, d'insuffisance rénale sévère, on ne sait pas trop, en obstétrique, c'est tout un sujet à développer, et puis en réanimation, probablement que là l'évaluation est intéressante pour réaliser une stratégie anesthésique adaptée, et donc pour personnaliser la prise en charge de notre patient et pas être systématique. Enfin, un dernier mot, l'échographie gastrique, c'est également un outil de recherche très précieux. Donc, pour faire évoluer les pratiques, Saint-Mathilde va en parler plus que moi finalement, parce que les recommandations ont évolué sur le jeûne préopératoire en anesthésie pédiatrique grâce à l'échographie gastrique en particulier, et parce qu'elle a apporté des données nouvelles. Mais vous voyez qu'on peut faire des travaux en obstétrique en s'intéressant à la vidange gastrique, et donc pour faire évoluer les règles de jeûne, notamment donc chez les femmes qui sont en travail et qui pourraient être amenées à consommer un repas léger. L'impact éventuellement également de médicaments qui sont gastrokinétiques, est-ce qu'ils sont intéressants en réanimation ou en anesthésie, est-ce qu'on peut faire consommer du chewing-gum, du tabac, etc. Donc on a beaucoup de champs d'action, cela pour faire évoluer nos pratiques et pour mieux personnaliser nos prises en charge, et notamment, je vais laisser la parole maintenant à Mathilde en pédiatrie. Merci Lionel. Vous voyez qu'Ozawa il recycle, hein, on parle de recyclage en anesthésie
écolo. Je ne sais pas si c'est très écolo, mais en tout cas, il recycle. Donc, heureux. Et effectivement, après Lionel, je ne vais pas parler de la même chose, notamment sur le plan technique, puisque ça ne diffère pas l'adulte de la pédiatrie. Là, on va un petit peu plus parler stratégie. En tout cas, déjà, une première chose, c'est que chez l'enfant, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus facile. Donc, faites chez l'enfant, notamment en traumatopédiatrique, c'est très intéressant. Alors, on s'est aussi posé la question depuis plusieurs années, en anesthésie pédiatrique, finalement, de la place de l'écho gastrique pour évaluer le contenu gastrique. Est-ce que c'est un outil pour la pratique quotidienne? On se pose encore des questions. Vous voyez, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi? Est-ce que, comme l'a dit Lionel, l'estomac est vide ou plein? Est-ce que ça permet de prévenir le risque d'inhalation? Comment? Évaluation qualitative, quantitative, Lionel vous en a parlé. Et surtout pour qui? Et là, effectivement, l'objectif, en tout cas, l'objectif principal, c'est d'optimiser sa prise en charge et notamment la stratégie d'induction anesthésique afin de personnaliser la prise en charge. C'est vraiment, ça a été la conclusion de Lionel, vraiment l'échographie gastrique permet de personnaliser notre prise en charge. Et effectivement, enfin, peut-être que la pédiatrie est en première position là-dessus, des recours européennes sont sortis en association donc avec l'ESAIC sur le jeûne préopératoire et pour la première fois, il y a l'échographie gastrique qui est indiquée. Donc c'est un avis d'experts du fait des données de la littérature, mais vous voyez qu'en fait les experts suggèrent d'utiliser cet outil qui est encore une fois non invasif, non douloureux pour essayer d'estimer le contenu gastrique, notamment si on a un doute sur le jeûne et en cas d'urgence chirurgicale. Donc à partir du moment où vous endormez un enfant pour une urgence chirurgicale, il faut probablement faire l'échographie gastrique pour personnaliser et optimiser votre stratégie d'anesthésie. Et par contre, là, sur l'évaluation qualitative ou quantitative, pour l'instant, les données permettent juste d'utiliser l'évaluation qualitative. On va le voir pourquoi. Alors, l'évaluation qualitative, c'est exactement la même technique que Lionel vous a décrit. La seule chose, c'est que chez l'enfant, comme bien sûr, il est plus petit, il y a moins de gras, etc., pour les moins de 40 kg, on peut utiliser une sonde linéaire et donc avec des images qui sont beaucoup plus jolies. Donc décutus dorsal, décutus latéral, je vous renvoie vers le topo de Lionel. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Vous voyez, c'est quand même plus joli chez l'enfant que chez l'adulte. On a des estomacs qui sont vides et puis ensuite on va pouvoir évaluer le contenu. S'il y a un contenu d'une part solide, comme on le voit ici avec ce qu'on appelle la nuit étoilée, avec anéchogène puis des points hyperéchogènes. Et puis s'il y a aussi un contenu solide, on le voit ici en termes aussi de dynamique. Ici, c'est un contenu très hétérogène avec la musculus qui est dilatée. Ça bouge beaucoup avec du liquide, ça bouge un petit peu moins bien avec du solide. Donc, encore une fois, on va pouvoir évaluer le type de contenu. Et ça, c'est également important pour la stratégie. En termes d'évaluation quantitative, même technique que Lionel, sauf que le problème chez l'enfant, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore trouvé de formule magique, même si elle est hyper facile à retenir chez l'adulte, mais en tout cas chez l'enfant, les différentes études n'ont pas réussi à trouver un modèle mathématique pour vraiment prédire le volume du contenu gastrique avec, vous voyez, comme les études adultes, vous voyez que le petit R, il est pas bon, que les écarts ne sont pas bons. Donc pour l'instant, en fait, c'est pas parfait et on n'a pas réussi à trouver de modèle mathématique, ce qui fait que dans les recommandations, on parle d'évaluation qualitative. Alors, est-ce que l'échographie va nous permettre d'adapter notre stratégie d'anesthésie ? Donc je reprends aussi un cas. À 14h30, il y a un enfant de 2 ans qui vient pour des gestes à visée oncologique. Et puis, c'est un vrai cas, quand on interroge la maman, elle nous dit à 9h, il a mangé 2 chips. 2 chips, normalement on mange un paquet. Non, vraiment, je vous garantis, c'est 2 chips. La maman est cortiquée, elle répond bien, donc on lui fait confiance. Donc là, la question, il est 14h30, il a mangé à 9h. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait nager? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on annule? En fait, je ne sais pas. On fait une échographie gastrique, et vous voyez, donc ça prouve l'heure. 14h48, on voit que l'estomac est dilaté, la musculeuse elle est plus fine, il y a du contenu liquide, il y a un petit contenu solide, c'est les chips, d'accord? Donc on se dit, là, on va prendre un risque si on endort cet enfant maintenant. Donc ça, c'est un vrai risque, sachant que ce n'est pas une urgence vitale, ça peut attendre. Donc on va dire, on va attendre.
16h32, parce que bien sûr, il y a des urgences entre-temps. Donc, il a mangé à 9h. 16h32, on refait l'écho. Et vraiment, je vous jure, c'est le même patient. Encore une fois, l'antre est dilaté, il y a du liquide et il y a les chips. Donc, ce patient, on a décidé d'attendre peut-être encore 1 heure, ça nous amène à 17h, 18h sur la garde et que probablement mettre une voie centrale chez un enfant de 2 ans sur la garde, c'est peut-être pas une bonne idée, donc on a reporté au lendemain. Donc là, vraiment, l'échographie nous a permis d'assurer la sécurité de notre anesthésie. Notre petite de 4 ans, elle chute sur la chaise, elle a une petite plaie à 14h. Elle avait mangé à midi, et puis dans le sas, elle est plein gaz, elle est absolument pas douloureuse, elle est absolument pas anxieuse, elle fait des petites motos dans tous les sens, donc elle n'est pas douloureuse. Et puis on la prend, donc ça c'était sur une de mes gardes, je dis bon bah écoute, elle paraît bien. Je prévois un masque laryngé, puisque ce n'était pas une urgence, le délai du repas était correct. Et puis, quand même, comme je fais beaucoup d'écho, je fais une écho, et là, l'estomac. Voilà, donc je vous laisse conclure, c'est assez facile, il est plein. Et en fait, en revenant sur l'interrogatoire, j'ai demandé à la petite, mais qu'est-ce que tu as mangé ? Un hamburger. Donc attention aussi au contenu du repas. Ça s'est bien montré que le contenu lipidique de votre repas peut ralentir la vidange gastrique. Donc si elle avait mangé probablement une petite carotte, ça n'aurait été pas la même chose. On n'aurait pas un ventre plein comme ça. Donc encore une fois, ça a permis d'optimiser et d'assurer la qualité de notre induction. Là, c'était une étude qu'on a fait sur les sinusupileurs. Sinusupileurs, c'est le modèle typique de l'occlusion haute avec un estomac plein, donc la majorité avait un estomac plein. On réalisait une aspiration gastrique, on le voit là, hop, sous contrôle échographique, et ça nous permettait, dans la majorité des cas, d'assurer que finalement, sous contrôle échographique, après une aspiration avec la sonde nasogastrique, ça permettait d'avoir un estomac vide, et donc de réaliser une induction classique, sans le risque d'induction en séquence rapide chez les petits, qui est l'hypoxémie. Donc là, on a optimisé, et puis on a sécurisé. Pour les urgences, on avait fait aussi cette étude. L'anesthésiste qui prenait en charge et évaluait sa stratégie en fonction des données de l'interrogatoire, des données cliniques, proposait une induction classique ou une induction en séquence rapide. On réalisait alors une écho gastrique et puis selon les résultats de l'écho gastrique, l'anesthésiste proposait ou pas de changer sa technique dans un sens ou dans un autre. Et en fait, il s'est avéré que, comme l'a dit Lionel, quand on évalue sur le plan clinique le statut gastrique, on peut se tromper 1 fois sur 2. Donc la stratégie, puisqu'on mettait une sonde gastrique et on aspirait, était finalement adaptée seulement dans 50% des cas. Et quand on réalisait l'échographie gastrique, ça permettait d'améliorer cette sensibilité avec une stratégie adaptée dans 80% des cas. Donc vraiment, encore une fois, ça a permis de personnaliser et de sécuriser notre stratégie d'induction. Et ça, plusieurs, donc notamment Jean-Noël Evin à Grenoble, a fait les mêmes études pour les appendicites, pour aussi les traumatismes orthopédiques dont on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez que déjà, pour les appendicites, finalement, il y en a qui sont à risque, à haut risque, à bas risque, et puis on ne sait pas trop. Et en fait, dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'il a montré qu'il n'y avait pas de facteur prédictif clinique ou à l'interrogatoire d'estomac plein. Que même un enfant qui vomit, un enfant qui a une effusion péritonéale, ça ne veut pas dire qu'il est estomac plein. Et que là, l'échographie, encore une fois, va permettre d'optimiser notre prise en charge. Lionel vous a parlé de cet algorithme qu'on peut proposer en fonction de, d'abord, un examen qualitatif. Oui, en décubitus dorsal ou en décubitus dorsal, on a un contenu, il est plein, on peut s'arrêter là, il n'y a pas de souci. Si on a du liquide, il faut le mettre en décubitus latéral. Et ensuite, que Lionel vous a dit, s'il y a un doute, il faut faire l'évaluation quantitative. Et le problème chez l'enfant, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de possibilité, en tout cas aujourd'hui, qu'on ait un modèle mathématique pour faire une évaluation quantitative. Donc ça, c'est ce qui nous reste à creuser. C'est vraiment cette évaluation quantitative avec, on espère un jour trouver une formule mathématique. Après, comme on l'a dit aussi, la définition de l'estomac à risque, on ne sait pas encore le volume. On partait initialement de 0,8 ml par kilo. Maintenant, on est à 1,5 ml par kilo. Puis bien sûr, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte pour un risque d'inhalation. Il n'y a pas juste le contenu gastrique. Donc il faut qu'on trouve ce modèle mathématique. Et puis,
Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui montrent que l'écho gastrique va permettre de diminuer le risque d'inhalation, puisqu'en plus, ce risque d'inhalation est tellement faible, en plus chez l'enfant, que ça va être compliqué de prouver ça. Mais en tout cas, vraiment, je pense que ça permet une anesthésie personnalisée et que notamment, Lionel vous a parlé de la vidange gastrique. Cette vidange gastrique, elle est dépendante du contenu, mais aussi de grandes variations interindividuelles. Et l'échographie va nous permettre de personnaliser. Et bien sûr, n'oubliez pas, il n'y a pas que l'estomac dans la vie. Là, même si j'ai très très faim et que mon estomac il est complètement vide, il y a aussi toute l'écho, donc l'anesthésie locorégionale, le Doppler transcrânien, l'abord vasculaire, la trachée, etc. Donc faites de l'échographie chez l'enfant, ça marche très très bien, c'est magnifique, la courbe d'apprentissage est rapide. Faites-en de l'écho et vous êtes là pour apprendre aussi l'échographie. Je vous remercie.